Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un grand classique de la littérature, un chef-d'œuvre, le Don Quichotte de Cervantes, que je lis ici donc en Pléiade. Les deux parties de ce livre que je relis, je l'avais lu il y a très longtemps, avec sans doute une lecture beaucoup plus naïve que celle que j'ai maintenant, beaucoup plus admirative du personnage de Don Quichotte et peut-être un peu moins de son écuyer Sancho Panza, alors que ma deuxième lecture regarde ce personnage en percevant à la fois le ridicule et également ce qu'il peut avoir de noble et de beau, ce personnage de Don Quichotte. Et donc ce livre-là, en parler et le raconter, évidemment, serait beaucoup trop ambitieux. Il existe des résumés de Don Quichotte et c'est pas ça que je vais faire ici, c'est aller voir quelques passages, quelques moments qui m'ont marqué, un peu pris au hasard, ou en tout cas pris dans chacun des deux livres de Don Quichotte, puisqu'il y a un premier Don Quichotte, puis un deuxième qui d'ailleurs s'écrit comme la suite du premier, certes, mais aussi comme un livre qui remet au goût du jour les histoires de Don Quichotte, parce qu'une suite avait déjà été écrite par quelqu'un d'autre que Cervantes et qu'il fallait donc qu'il donne sa propre version de Don Quichotte, des nouvelles aventures de Don Quichotte, qui d'ailleurs très souvent viennent pointer la qualité tout à fait mauvaise du Don Quichotte sauvage qui avait été publié comme suite par d'autres. Alors, Don Quichotte, on connaît le personnage, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui est une sorte de fou sublime, qui va errer et se ridiculiser un peu partout, parce que le temps de la chevalerie errante est terminé, et on trouve les codes des romans de chevalerie, j'en ai lu pas mal, du Moyen-Âge, dans les romans arthuriens par exemple, ou Amadis de Gaulle et les grands personnages donc de cette chevalerie, basés sur des valeurs de noblesse et sur un monde qui est saturé de fantastique, de merveilleux, ce que Don Quichotte croit voir aussi, chaque fois que ça foire, et Dieu sait si ça foire, dans les aventures de Don Quichotte, il y a des enchanteurs qui vont être l'explication pourquoi Dulcinée, la dame de ses pensées, ressemble-t-elle à une paysanne et non à une princesse, mais parce que des enchanteurs en veulent à Don Quichotte. Pourquoi Don Quichotte est-il battu par plein de gens? Parce qu'il y a des enchanteurs qui vont rendre la vie de Don Quichotte insupportable. Alors il y a peut-être des moyens de se libérer des enchanteurs, il faut que Sancho se donne des coups de fouet, ce qu'il rechigne à faire, là aussi dans des ressorts comiques qui sont toujours très très bien amenés dans ce roman foisonnant, roman baroque dans le sens où il part dans tous les sens, il nous raconte d'autres histoires que celles de Don Quichotte dans la première partie. Il y a toute cette histoire de ces personnages rencontrés dans une taverne ou dans la Sierra Morena, avec, à un moment donné, c'est ce qu'on pourrait appeler l'auberge espagnole, il y a plein de gens et plein d'histoires, et ils se retrouvent, les amants perdus dans la même taverne, au même endroit, au milieu de nulle part, avec Don Quichotte qui se bat contre des outres de vin. Bref, tout le monde est là et on se raconte chacun ses histoires, ou alors on raconte aussi des histoires liées à ce qui se passe dans la Méditerranée, où Cervantes lui-même avait été galérien. Bref,
Don Quichotte, c'est beaucoup plus que simplement l'histoire de Don Quichotte. Mais j'ai envie de lire quelques extraits. Le chapitre 20, ou en tout cas un bout du chapitre 20 de la première partie, puis après il y aura le chapitre 41 de la deuxième. Chapitre 20. Il y a aussi un sens du titre dans les romans de cette époque-là, et chez Cervantes donc, de l'aventure extraordinaire et inouïe, telle qu'il n'en fut jamais mise à fin avec moins de péril par aucun fameux chevalier du monde, comme celle-ci le fut par le valeureux Don Quichotte de la Manche. Monsieur, ces herbes rendent témoignage qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait ici près quelque fontaine ou ruisseau qui les humecte, et partant, il sera bon que nous allions un peu plus avant, car nous trouverions de quoi apaiser cette terrible soif qui nous travaille, laquelle sans doute cause une plus grande peine que la faim. Ce conseil sembla fort à propos à Don Quichotte. C'est évidemment un conseil de Sancho Panza. Et prenant Rocinante par la bribe et Sancho son âne par le licou, après avoir mis dessus les reliefs du souper, ils commencèrent à cheminer en remontant la prairie à tâtons, parce que l'obscurité de la nuit ne leur permettait de rien voir. Mais ils n'eurent pas cheminé 200 pas qu'un grand bruit d'eau, comme de celle qui tombe du haut de quelque rocher ou précipice, parvint à leurs oreilles. Ce bruit les réjouit grandement, et s'arrêtant pour écouter de quel côté il venait, ils en ouïrent à l'improviste un autre, plus retentissant, qui leur tempéra le contentement du premier, spécialement à Sancho, lequel était naturellement craintif et de peu de courage. Je dis qu'ils ouïrent que l'on donnait des coups en cadence avec un certain cliquetis de fer et de chaînes, lesquels, accompagnés du furieux bruit de l'eau, eussent pu inspirer de la frayeur à tout autre cœur qu'à celui de Don Quichotte. La nuit était obscure, comme on l'a dit, et eux se trouvaient parmi des arbres très hauts, dont les feuilles, mues par un petit vent, faisaient un bruit tout ensemble doux et effrayant, tellement que la solitude, l'assiette du lieu, l'obscurité, le bruit de l'eau avec le murmure des feuilles, tout ensemble causaient horreur et épouvante. Et davantage quand ils virent que ni les coups ne cessaient, ni le vent ne s'apaisait, ni le jour ne venait, et outre tout cela, ils ne connaissaient point le lieu où ils se trouvaient. Une véritable scène d'épouvante nocturne qui nous est décrite ici. Que sont ces bruits? Eh bien, écoutons Don Quichotte. Mais Don Quichotte, toujours accompagné de son cœur intrépide, sauta sur Rocinante et, embrassant son écu, coucha sa lance et dit « Ami Sancho, il faut que tu saches que je suis né par la volonté du ciel en ce présent âge de fer afin d'y faire revivre celui d'or ou le doré, comme on a coutume de le nommer. Je suis celui pour qui sont réservés les périls, les grands exploits, les hauts faits. Je suis, dis-je, de rechef, celui qui doit ressusciter ceux de la table ronde, les 12 pairs de France et les 9 de la renommée, et celui qui doit faire oublier les Platires, les Tablons, Olivans, Tyrans, les Phébus, les Bellianis, et toute la troupe des chevaliers errants du temps passé, accomplissant en celui auquel je me trouve tant de braves et étranges exploits et faits d'armes, qu'ils obscurciront les plus illustres qu'ils firent jamais. On entre ici dans la faconde, dans l'enthousiasme de Don Quichotte, qui se prend pour tous ces noms qui datent d'il y a longtemps pour les gens du début du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe siècle, quand Cervantes écrit ceci. Ces héros-là ne sont plus tout à fait à la mode, sauf dans la bibliothèque de Don Quichotte, que le curé et le barbier veulent
expurgé de tous ces romans qui lui font tourner la tête. Et donc, Don Quichotte, lui, face à ces étranges bruits de nuit, eh bien, veut se battre, mais Sancho, lui, au contraire, a peur, et on découvrira qu'au fond, ce n'était pas grand-chose, mais il suffit d'un rien à Don Quichotte pour que son imagination s'emballe, pour qu'il imagine vivre dans un monde extraordinaire. Alors les aventures de Don Quichotte au début sont des aventures solitaires, personne ne le connaît. Et donc on se demande, mais qui c'est ce fou? Quel est ce personnage étrange avec ce deuxième personnage à côté de lui qui est tout aussi étrange, le personnage de Sancho Panza, et on se moque d'eux de manière tout à fait étonnée. Mais les choses changent dans la deuxième partie. Deuxième partie qui est peut-être plus intéressante encore que la première parce qu'elle fait de Don Quichotte un personnage connu. Mais avant de passer à la deuxième partie, on va quand même lire un tout petit bout de la suite de ce même chapitre. Qu'est-ce que c'est que ces bruits étranges? Quand ils eurent cheminé encore environ 100 pas. Le lendemain matin de jour, ils n'ont pas réussi à fermer l'œil. En tout cas, Don Quichotte, Sancho, à un moment donné, il s'endort toujours. Quand ils eurent donc cheminé encore environ 100 pas, ayant tourné un rocher, leur apparut à découvert et toute patente la cause même, sans qu'il y en pût avoir d'autre de l'horrible et épouvantable bruit qui les avait tenus toute la nuit ainsi en suspens et effrayés. C'était, s'il ne t'en déplaît, ô lecteur, 6 maillets d'une foulerie à drap qui formaient ce bruit par leurs coups alternatifs. Heureusement, dans cette partie-là, au fond, ils sont seuls, donc personne ne peut vraiment se moquer d'eux. Mais dans la deuxième partie, où on connaît les aventures de Don Quichotte, où on a lu ce passage-là et d'autres, eh bien, quand Don Quichotte et Sancho Panza font leur prochaine sortie, eh bien, il y a des gens qui les connaissent et qui ont envie de voir Don Quichotte à l'œuvre et qui, de manière assez cruelle, assez méchante, au fond, vont se moquer de lui, vont lui jouer des tours, et on entre ici dans un monde où, c'était déjà le cas dans la première partie, mais c'est encore plus le cas dans la deuxième partie, où au fond, la distinction entre le réel et l'imaginaire, entre le théâtre et le monde dans lequel on vit, devient sans cesse chancelante et sans cesse on passe de l'un à l'autre. Est-ce que ce que vit Don Quichotte, il le vit réellement? En même temps, il est regardé par des gens qui savent que tout ça est faux. Il y a Sancho Panza qui doute, mais qui finit par croire quand même ce qu'on lui dit, qui devient gouverneur d'une île. Ça lui plaît pas beaucoup d'ailleurs, etc. Et on est toujours dans cette esthétique qu'on appelle l'esthétique baroque, qui est à cheval entre fiction, réalité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Quand est-ce que Don Quichotte, qui a des moments de lucidité et des moments de folie, est dans la folie ou est dans la lucidité? Quand est-ce que ce qui se passe est drôle ou quand est-ce que c'est cruel? On est constamment en déséquilibre. Et notamment quand un duc et une duchesse accueillent Don Quichotte et Sancho Panza chez eux et mettent en place un certain nombre de subterfuges pour, au fond, les observer dans leur folie. Et le ridicule, ici, est mis en avant, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de trouver que derrière le ridicule de Don Quichotte, il y a
quelque chose qui fait qu'il est bien supérieur à ce duc et cette duchesse qui se moquent de lui. Par exemple, chapitre 41 de la deuxième partie cette fois, de la venue de Chevillard, avec la fin de cette longue aventure. Chevillard, c'est un cheval volant. C'est un cheval de bois qui ne vole pas, mais Don Quichotte croit qu'il est volant. Et Sancho Panza aussi, Sancho Panza qui est terrorisé comme il l'était dans le passage précédent, alors que Don Quichotte, en chevalier errant, évidemment, n'a peur de rien. Sur ce, la nuit arriva. Encore une scène de nuit. Et avec elle, le moment déterminé pour la venue du fameux cheval Chevillard. Sa lenteur fâchait fort Don Quichotte, car il lui semblait, puisque Malambrin demeurait si longtemps à l'envoyer, Malambrin géant, qui a comme ennemi Don Quichotte et qui en veut à une princesse, comme c'est souvent le cas dans les histoires de Don Quichotte. Donc, puisque Malambrin demeurait si longtemps à l'envoyer, ou qu'il n'était pas le chevalier pour qui cette aventure était réservée, ou bien que Malambrin n'avait pas le courage d'en venir à un combat singulier contre lui. Mais comme il pensait à ces choses, voici que 4 sauvages entrèrent. Ils étaient tous vêtus de feuilles de lierre et portaient sur leurs épaules un grand cheval de bois. Ils le posèrent à terre sur ses pieds, et un des sauvages dit « Monte sur cette machine le chevalier qui en aura le courage. » « Bon, dit Sancho, moi je ne monte pas là-dessus puisque je n'en ai pas le courage et que je ne suis pas chevalier. » Le sauvage poursuivit en ces termes, et que l'écuyer prenne la croupe si tant est que ce chevalier en est un, et qu'il se fie au valeureux Malambrin, car si ce n'est de son épée, d'aucune autre ni de nulle embûche, il n'a rien à redouter. Il ne faut que tourner cette cheville que le cheval a au front, parce qu'il les portera par les airs jusqu'au lieu où Malambrin les attend. Mais afin que la hauteur du chemin ne leur cause pas d'étourdissement, ils doivent se couvrir les yeux jusqu'à ce que le cheval hennisse, qui sera un témoignage de la fin du voyage. Ce disant, ils abandonnèrent Chevillard et reprirent d'un air dégagé le chemin par où ils étaient venus. Aussitôt que la Doloride aperçut le cheval, la larme à l'œil, elle dit à Don Quichotte « Valeureux chevalier, les promesses de Malambrin ont été assurées, le cheval est ici, nos barbes grandissent. » Oui, parce que les femmes sont maudites par ce Malambrin qui fait que ce sont des femmes à barbe, alors qu'évidemment ce sont des hommes déguisés en femmes. Là, on est toujours dans quelque chose qui est proche du théâtre dans Don Quichotte. On joue une pièce, mais Don Quichotte, qui est le personnage de la pièce, croit que c'est la réalité. Le cheval est ici, nos barbes grandissent, et chacune de nous, par autant de poils que nous avons, nous te supplions de nous raser et de nous tondre, puisque pour ce faire, il ne faut sinon que tu montes sur ce cheval avec ton écuyer et donnes heureux commencement à notre nouveau voyage. « Je le ferai, dit Don Quichotte, comtesse Trifaldi, je le ferai de fort bon cœur et de meilleure volonté, sans coussin ni éperon, afin de ne m'arrêter plus longtemps pour l'envie que j'ai de vous voir, avec toutes ces dames, les barbes rases et nettes. »« Et moi je n'en ferai rien, dit Sancho, ni de bonne ni de mauvaise volonté, en nulle manière. » Et si tant est que ce rasement ne se puisse faire sans que je monte en croupe sur ce cheval, mon maître peut bien chercher un autre écuyer pour l'accompagner, et ces dames un autre moyen de se lisser le visage, car je ne suis point sorcier pour aimer courir les airs. Cheval volant. Et que diraient mes insulaires, puisqu'il va être nommé, il a été déjà, je crois, nommé gouverneur du Nil, que diraient mes insulaires s'ils savaient que leur gouverneur se promenait dans le vent? Il y a bien plus, c'est que, Candaille étant assez éloigné d'ici de 3000 et tant de lieues, si le cheval se lasse et que le chéant se fâche, nous demeurerons à revenir une demi-douzaine d'années, et alors, ni il ni îlot dans le monde qui me reconnaissent. Et puis, l'on dit en commun proverbe que le péril gît dans le retard, et que, quand on vous donne la petite vache, il faut accourir avec la cordelette. Ça, c'est une des habitudes de Sancho Panza, de dire des proverbes dont on ignore si vraiment leur sens est à propos
dans la discussion du moment. Les barbes de ces dames me pardonnent. Je sais que Saint-Pierre est fort bien à Rome. Je veux dire que je me trouve fort bien en cette maison-ci, où l'on me fait un si bon traitement et du maître de laquelle j'attends une si grande faveur que de me voir gouverneur. Mais on va quand même envoyer Don Quichotte et Sancho sur ce cheval qui ne bougera pas, mais comme ils ont les yeux bandés, ils vont croire voler. Tout le monde va se moquer d'eux. Pour finir, il y aura non pas un combat, mais un panneau installé pendant qu'ils croyaient voler dans le jardin où ça se passe. L'illustre chevalier Don Quichotte de la Manche, par l'épreuve seule qu'il en a faite, a fini et achevé l'aventure de la comtesse Trifaldi, autrement nommée la douaigne Doloride, et de sa compagnie. Malambrin se tient pour content et satisfait, et les barbes des dames sont déjà rasées et nettes, et le roi Don Clavijo et la reine Antonomasie sont remis en leur premier état, et lorsque la flagellation de l'écuyer sera accomplie, la blanche colombe se verra délivrée des pestiférés Gerfaux qui la persécutent, et entre les bras de son cher tourtereau. Ainsi l'a ordonné Merlin, le proto-magicien de tous les magiciens. Donc finalement, tout a l'air d'être bien qui finit bien. Mais surtout, on s'est bien marré au détriment de Don Quichotte. Mais qui est resté droit dans ses bottes, si on veut. Ce personnage qui, petit à petit, va quand même se rendre compte que chevalier errant n'est pas une condition facile, et surtout, il va rencontrer plus fort que lui, et va rentrer dans son village à la fin de cette histoire. Histoire multiple, dont je n'ai fait qu'effleurer 2 petits passages. Il y aurait beaucoup plus à en dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans la lecture de ce livre-là matière à rire et à rêver. Et c'est une lecture qui est marquante, et j'y reviendrai sans doute, parce que ça fait partie de ces livres qui nous lâchent pas une fois qu'ils nous ont attrapés. Miguel de Cervantes.